Bonjour tout le monde, dans cette vidéo nous allons étudier les différentes échelles de l'action publique en matière d'environnement ainsi que les contraintes au niveau international. Alors, première échelle de l'action publique en matière d'environnement, le niveau local. Au niveau local, cela consiste à prendre des décisions au plus proche des citoyens qui peuvent changer leur quotidien et leur faire prendre conscience que les questions environnementales sont l'affaire de tous. Par exemple, mettre en place des péages urbains, une circulation alternée, etc. Au niveau national, l'objectif est de créer une dynamique qui va orienter les actions locales. Alors depuis le gouvernement Borne 2 de mi-2022, la politique environnementale est désormais supervisée par la Première ministre, qui a également la charge donc, de la planification écologique et énergétique. Je vous renvoie à la loi Climat et Résilience, qui a pour objectif de diminuer les émissions de gaz à effet de serre, de lutter contre l'artificialisation des sols, etc. Alors au niveau européen, au niveau mondial, il faut avant tout prendre conscience que l'environnement passe peu à peu du statut de bien public mondial au statut de bien commun. Alors, techniquement, l'environnement correspond à un bien public mondial. Ça veut dire qu'il est non rival, non excludable. Bon, non rival, c'est tout simplement qu'il peut être consommé simultanément par plusieurs individus. Et non excludable, ça veut dire qu'il est impossible d'empêcher quelqu'un d'y avoir accès. C'est l'exemple de l'eau, de l'air, etc. Bon, le problème, bien évidemment, c'est que dans certains cas, l'air va être pollué à cause du rejet de produits chimiques dans l'atmosphère. L'eau peut être polluée par des activités donc, liées à l'industrie. On a des espèces animales qui peuvent disparaître à cause de la surpêche, etc. Donc là, on est en train de passer du statut de bien public mondial au statut de bien commun. Je rappelle qu'un bien commun, c'est un bien qui est, ok, non excludable, mais qui est rival. Rival, ça veut dire que son utilisation par un agent économique va réduire celle des autres, aussi bien en quantité qu'en qualité. Et le passage de bien public à bien commun a des conséquences, bien évidemment, en termes de préservation. Le problème, c'est que les pays ne sont pas toujours incités à coopérer entre eux. On aboutit donc finalement à une situation, comme le soulignait Gareth Hardin dans sa tragédie des communs, on aboutit à une situation de surexploitation des ressources naturelles. Et il faut une prise de conscience collective pour essayer de remédier à cela. Il faut donc une réponse coordonnée à l'international. Au niveau européen, par exemple, la mise en place de l'acte unique en 1986, qui prévoit une compétence spécifique de l'Union européenne sur le plan environnemental. Ou le traité d'Amsterdam de 1997 qui a effectivement reconnu le principe de développement durable. La mise en place du pacte vert en 2019, dont l'objectif est d'atteindre la neutralité carbone en 2050. À l'échelle mondiale, depuis 1972, des sommets de la Terre se sont en fait succédés. On a également eu des COP qui réunissent chaque année de nombreux pays. Alors, on a deux types d'approches en fait au niveau mondial. On a l'approche descendante. C'est l'approche en fait top-down. Autrement dit, dans le cas présent, les décisions en matière de lutte contre le réchauffement climatique partent du niveau international pour se diffuser à l'échelle nationale et locale. Et à contrario, on a l'approche ascendante, bottom-up. Dans ce cas, les décisions en matière de lutte contre le réchauffement climatique vont partir du niveau national pour se diffuser à l'échelle mondiale afin de constituer un socle de négociation internationale en fait. Le problème, c'est que dans le cadre justement au niveau mondial, d'accord, si l'on veut lutter contre le réchauffement climatique, on fait face à plusieurs contraintes. Première contrainte, déjà les contraintes liées aux stratégies de passagers clandestins. C'est-à-dire que certains États vont refuser de signer des accords en faveur de la lutte contre le changement climatique pour ne pas en subir, pour ne pas en supporter les coûts, notamment des coûts financiers, des coûts économiques, parce que ça peut limiter leur croissance économique, mais ils vont se dire, vu que les autres pays, eux, vont faire des efforts, finalement, je vais bénéficier des efforts fournis par les autres pays. Autrement dit, dans le cas présent, on est d'accord pour ne pas engager des dépenses en faveur de l'environnement, mais d'un autre côté, comme les autres pays vont le faire, on va pouvoir bénéficier du comportement vertueux des autres pays. D'un autre côté, la lutte contre le changement climatique à l'échelle internationale est également contrainte par la présence d'inégalités entre pays. Alors normalement, le principe d'universalité considère que tous les pays doivent fournir des efforts pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Mais dans la réalité, on a des inégalités de développement entre pays. Est-ce qu'il est légitime de demander autant d'efforts économiques à un pays développé qu'à un pays en développement? D'autant plus quand on fait intervenir la notion de responsabilité. Historiquement, ce sont quand même les pays riches, les pays développés qui sont responsables des problèmes climatiques que nous connaissons aujourd'hui. Aujourd'hui, les responsables, ce sont toujours les pays développés.
Les pays émergents, on pense à la Chine, mais concernant les pays en développement, les pauvres, ils n'y sont pas pour grand-chose.